Et comme rien ne va ce matin, entre guillemets, Hervé Le Treut qui devait vous rejoindre. Bonjour Christophe Bonneuil. Bonjour. Est coincé dans un taxi du côté de la Défense, gageant qu'il arrivera pour éventuellement nous dire deux mots avant 9h. Hervé Le Treut, climatologue français, pour parler de la question aujourd'hui au fond du climat, du typhon et de l'Anthropocène. Mais pour parler de l'Anthropocène, ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Christophe Bonneuil, je vous présente, vous êtes historien des sciences, chargé de recherche au CNRS et membre du centre Alexandre Coiré de recherche à l'histoire des sciences et techniques. Vous venez de publier avec Jean-Baptiste Fressoz l'événement Anthropocène, la Terre, l'histoire et nous. Et vous avez organisé un colloque qui démarre là tout à l'heure à Sciences Po à Paris, qui s'appelle en français Thinking the Anthropocène. Bon, pourquoi ce titre anglais, pardonnez-moi? Oui, penser l'Anthropocène. Il y a beaucoup d'intervenants internationaux. Et on y attend même Peter Will, Sloterdijk. Voilà, un philosophe allemand, et puis Will Steffen, qui est un climatologue australien. Voilà. Alors, vous aurez compris évidemment que à la fois votre colloque, à la fois le sommet de l'ONU sur le climat à Varsovie, et donc à la fois cette actualité tragique de ce typhon qui est un des plus meurtriers de l'histoire des typhons dans les Philippines, nous fait penser qu'avec vous, peut-être, vous allez nous dire ou pas, je ne sais, d'abord, ce qu'est l'Anthropocène, nouvelle ère dans laquelle nous vivons, dites-vous, depuis à peu près 200 ans, et c'est ensuite, au fond, les conséquences et la violence, ce que disent certains météorologues du typhon philippin, est une des données, des symptômes ou des clés de ce que vous appelez l'Anthropocène, Christophe Bonneuil. Oui, très nettement. Les experts en climatologie montrent que depuis quelques décennies, il y a une recrudescence de ces événements météorologiques brutaux, que si la température augmente encore de 1, 2, 3 degrés ou plus au cours du XXIe siècle, la fréquence de ce type d'événements sera encore accrue, et la proposition d'appeler Anthropocène la nouvelle période que nous vivons depuis la révolution thermo-industrielle, c'est-à-dire que depuis que les humains utilisent le charbon qui est dans le sous-sol pour le brûler et donc mettent du carbone dans l'atmosphère, c'est 1400 milliards de tonnes de dioxyde de carbone que nous avons déversé depuis 250 ans. Et cette transformation a profondément modifié non plus un écosystème par-ci par-là comme auparavant, mais l'ensemble des équilibres du système Terre. Et donc il y a l'idée qui est prouvée par les scientifiques qui travaillent dans le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, dont fait partie Hervé Le Treut. Voilà, d'une origine humaine de ces transformations climatiques. La thèse de l'Anthropocène a été proposée par des scientifiques du système Terre pour généraliser cette idée d'une empreinte humaine sur tous les paramètres du système Terre, la biodiversité, etc. Mais Christophe Bonneuil, comment se fait-il et à quel moment cette notion réellement d'Anthropocène et ce mot est-il né pour définir une ère dans laquelle, au fond, nous ne savions pas que nous y vivions dedans? Puisque vous dites que ça fait 250 ans que nous vivons dans l'Anthropocène. Mais je ne vois rien chez les scientifiques de la fin du XVIIIe siècle. Du XIXe siècle, nous parlez d'Anthropocène. Vous direz que ma culture dans ce domaine-là est très limitée, mais tout de même... Oui, alors justement, c'est pas vrai. En fait, si on regarde Buffon dans son dernier volume des époques de la nature, en 1780, il dit que dans la dernière époque de la nature, les humains améliorent la Terre parce qu'il coupe les forêts. La Terre étant un fragment du Soleil qui s'est détaché et a tendance à se refroidir naturellement. Et en coupant les forêts, les humains maintiennent la température constante. Donc, il dit que les humains vont pouvoir régler le thermostat de la température par leur action sur les forêts, par leur technique, donc, un des premiers etc. théoriciens de l'Anthropocène, c'est Buffon. D'une certaine façon, oui. Et ce qui est plutôt paradoxal, c'est que à cette époque-là, il y avait aussi énormément de savoir sur les liens entre climat et politique. Pensez à Montesquieu. Il y avait énormément de savoir sur les liens entre le corps et l'environnement. Toute la médecine néo-hippocratique de l'époque est extrêmement soucieuse de cela. Donc nous vivons au gré des vents comme la girouette. À cette époque-là, toute une série de savoirs sur les rapports entre nature et société, et c'est malgré cet ensemble de savoirs que nous sommes entrés dans l'Anthropocène, c'est-à-dire dans un mode de développement qui a pour résultat de dérégler la trajectoire géologique du système Terre, de nous faire passer de l'Holocène, donc les 11 500 dernières années depuis la dernière glaciation,
période que les scientifiques considèrent comme globalement stable, à une période nouvelle, donc depuis 2 siècles et quelques, qu'ils ont proposé d'appeler Anthropocène. Anthropos, l'humain, donc l'âge de l'homme, pour traduire l'idée d'une puissance énorme d'ampleur géologique de l'empreinte humaine sur la planète, mais c'est une impuissante puissance, puisqu'on a du mal à maîtriser nos propres effets sur la Terre. On a du mal à les maîtriser. Et, au fond, on est obligé, avec cette idée d'anthropocène, de repenser ce qui serait une histoire de l'environnement. Est-ce qu'on a d'ailleurs eu vraiment envie ? Est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'on a eu vraiment envie de limiter notre influence sur la planète à une époque ? Non, au contraire, les débuts de l'ère industrielle, c'est au contraire, on trouve ça chez Saint-Simon, la revendication du projet que l'homme va transformer la planète, l'aménager et devenir, par son action industrielle, l'égal de Dieu. Oui, non, mais je veux dire, on n'avait pas forcément le sentiment qu'on lui faisait du mal à cette planète. Ah si, on retrouve chez un autre... L'industriel, on développait, c'était l'économie, le progrès, l'argent, le profit, on n'avait pas l'impression de se faire du mal, ni de faire du mal à la planète. Ah si, il y a beaucoup de débats, c'est ça qui est passionnant. Au début du 19e siècle, notamment Charles Fourier, qui est un des précurseurs du socialisme, qui va répondre à Saint-Simon en écrivant un texte dans les années 1820 qui s'appelle « La dégradation matérielle de la planète ». Oui, mais ça n'a rien empêché. La prise de conscience pour ensuite se mettre à réguler la question de l'environnement et de l'écologie, elle a mis un peu de temps à être un peu plus active. Voilà, s'il y a une leçon de l'histoire, c'est finalement de dire, c'est pas de dire avant on ne savait pas qu'on abîmait la planète, maintenant on le sait donc tout va mieux se passer. On voit bien que ça ne fonctionne pas depuis l'échec de Copenhague. Bien que les sciences du climat soient de plus en plus sophistiquées, précises et certaines, le consensus politique n'est pas là. Et s'il y a une leçon de l'histoire, ça consiste à dire qu'il y a toujours eu des critiques, des résistances, des alertes scientifiques sur les dégradations que nous étions en train de causer au système Terre. Et pourtant, il y a eu un ensemble de dispositifs pour marginaliser ces alertes, marginaliser ces savoirs, marginaliser ces résistances qu'on peut étudier à différentes époques. Mais vous rappelez, cela dit effectivement que la difficulté notamment, c'est que l'histoire de l'énergie a été tributaire des statistiques, des productions énergétiques, et vous dites que sur la question de l'environnement, on pourrait retracer tout de même donc une histoire, moi je tenais ça de votre livre, de l'inefficacité. Oui, effectivement, par exemple, pensez aux 30 Glorieuses, le modèle de développement de la France après-guerre. Si on regarde ça d'un point de vue classique, le PIB, 5% par an, c'est merveilleux. Si on regarde ça avec un autre critère d'efficacité, qui est l'efficacité énergétique, on s'aperçoit qu'il faut, pour gagner 1 point de croissance, 2 points de consommation d'énergie fossile supplémentaire. C'est-à-dire que la croissance française entre 45 et 73 perd de l'efficacité énergétique. Que l'agriculture, notamment le modèle agricole, perd en efficacité énergétique. Il faut introduire de plus en plus de calories fossiles pour obtenir une calorie alimentaire. Donc effectivement, les situations actuelles amènent à reconsidérer la façon dont on mesure l'efficacité économique, dont on mesure la richesse, et tout le travail sur les nouveaux indicateurs d'un véritable développement humain, et les historiens peuvent y participer. Alors, est-ce que cela veut dire tout de même que cette ère de l'Anthropocène et cette idée donc que nous avons depuis 250 ans irrémédiablement pesé au fond sur le cours, on va dire, écologique, climatique, et qui devient dangereux pour notre environnement et pour nous, pour notre vie ou notre survie, est-ce que cela veut dire quand même que cela nie complètement l'idée qu'il y a de vraies, si j'ose dire, est-ce que ça remet en question la notion de vraies catastrophes naturelles ? Oui, largement dans le cas des catastrophes météorologiques. Après, il y a certains tremblements de terre dont on va pouvoir maintenir l'idée qu'ils sont naturels. Encore que des travaux récents montrent que les changements de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires au pôle Nord notamment transforment le jeu des masses sur la croûte terrestre et transforme le jeu du volcanisme également. Donc même les volcans qu'on considérait comme des phénomènes naturels commencent à sentir un effet de l'action humaine. Les volcans auprès desquels il faisait pourtant bon vivre, une terre riche qui permettait de produire les meilleurs légumes, les meilleures céréales et les meilleurs vins, comme du temps de Pompéi. Souvenez-vous, ce moment idyllique avant que le Vésuve fasse des siennes. C'est le film de Mario Ballard et Sergio Leone et les derniers jours de Pompéi.
Personne ne pourrait croire que des hommes aiment un volcan. Et pourtant, dans la bataille, combien de fois ai-je craint de ne jamais le revoir? J'ai rarement vu le Vésuve aussi beau que ce soir. Centurion Glaucus, heureux vainqueur de Palestine et de Syrie, et ami de Titus, laisse-moi t'offrir l'opulence de notre merveilleuse cité. Elle est riche en barriques pleines de vin vieux et en filles jeunes et jolies. Que Jupiter soit avec nous, Marcus. Ce qu'il y a de meilleur pour nous dans les guerres, c'est le retour, la maison, le feu dans la cheminée, et puis nos femmes. Ne les oublions pas. Sans elles, pas de bonheur. Allons-y. Allez, en avant. Voilà, et donc ce retour des soldats qui s'annonçait sous le signe de la pudeur et de l'amour, patatras, le Vésuve explose. Bon là, sur ce coup-là, le Vésuve, l'éruption du Vésuve, aucune production industrielle de charbon grand-breton n'y est pour évidemment quelque chose. Cela dit, il y a, et avec l'Anthropocène, j'aurais comprendre avec vous, une notion, et c'est vous-même d'ailleurs qui le dites, qui pourrait paraître déprimante, qui est même dérangeante, parce qu'il semblerait qu'il y ait du coup, à cause donc de la production de l'homme, une forme d'inéluctabilité à ce que les catastrophes viennent et reviennent. La Terre, du temps où les dinosaures peuplaient une planète à la végétation luxuriante. Un bout de rocher mesurant à peine 10 000 km² vint tout bouleverser. Un impact d'une puissance comparable à l'explosion de 10 000 têtes nucléaires. Des centaines de milliards de tonnes de débris et de pierres furent projetées dans l'atmosphère, créant une nappe de poussière suffocante que le Soleil mit près de 1000 ans à percer. Cela s'est déjà produit. Cela se reproduira. Reste à savoir quand. Voilà, vous aurez noté toute la finesse et la subtilité de Michael Bay pour ce début du film Armageddon en 1998. Alors cela dit, Christophe Bonneuil, est-ce que l'Anthropocène, cet Armageddon, vous dites, c'est une vision des choses qu'il faudra voir sur un mode émancipateur, mais au départ tout de même, et je vous cite, ça paraît déprimant. Oui, c'est une nouvelle condition humaine en fait. Si on est en train de vivre la 6e crise d'extinction de la biodiversité, c'est-à-dire celle d'après l'extinction des dinosaures. La dernière fois, c'était il y a 65 millions d'années, la 5e. Si la température mondiale augmente de 2-3 degrés d'ici la fin du siècle, la dernière fois que la température mondiale aurait été aussi chaude, c'était il y a plus de 3 millions d'années. Homo habilis est apparu il y a 2,5 millions d'années. Donc les changements que nous sommes en train de provoquer sur la planète sont d'une ampleur et d'une vitesse que le genre humain n'a jamais connue. Comme dit Michael Bay, et ça peut recommencer, mais quand? Voilà, il n'y a pas eu d'adaptation biologique, il n'y a pas eu de transmission culturelle non plus aux phénomènes auxquels nous allons être confrontés. Donc il y a quelque chose effectivement d'extrêmement troublant, d'extrêmement terrorisant dans cette nouvelle condition humaine dans l'Anthropocène. Et alors comment, du coup, passe-t-on à l'idée de l'émancipation, hein? Vous dites, au fond, l'Anthropocène, et regarder l'Anthropocène comme il faudrait le voir une fois qu'on a trouvé que c'était déprimant, c'est se libérer des institutions répressives, de domination, des dominations et d'imaginaires aliénants. Oui, alors effectivement, l'Anthropocène a l'air d'être un terme extrêmement technique. On se dit, oulala, c'est un changement géologique, c'est pour des milliers d'années ou des centaines de milliers d'années, donc nous, simples citoyens, nous ne pouvons rien faire, laissons ça aux scientifiques, eux seuls vont pouvoir résoudre les problèmes. Ça serait effectivement le danger de ne plus croire en l'action humaine, en l'action collective, en l'action politique, en la possibilité
possibilité d'un accord pour limiter les gaz à effet de serre, en la possibilité localement de mettre en place des plans de descente climatique. C'est pas parce qu'il y a un enjeu qui est énorme et qui nous paraît sidérant que les autres échelles d'action, que le lieu, que le local doit être disqualifié. Au contraire, il faut surtout pas tomber dans le piège technocratique que pourrait nous tendre cette situation. Donc c'est au fond une notion qui doit totalement redonner du pouvoir et toute son importance aux politiques. Oui, effectivement, et on a essayé de faire une histoire qui soit à la fois environnementale, matérielle, de regarder le métabolisme de nos sociétés depuis 2-3 siècles, et à la fois une histoire extrêmement politique, parce que l'Anthropocène, c'est pas juste la croissance démographique et la croissance économique qui, de façon indifférenciée, dégradent le système Terre. Ce sont des choix bien précis, des choix techniques bien précis, faits par des groupes bien précis. Par exemple, on ne peut pas dissocier l'entrée dans l'Anthropocène au XIXe siècle de l'Empire britannique. On ne peut pas dissocier la grande accélération de l'Anthropocène après la Deuxième Guerre mondiale de la domination américaine sur une grande partie de la planète et l'affrontement de la guerre froide qui oblige chacun des deux camps à mobiliser d'une façon beaucoup plus intensive qu'auparavant les ressources de la planète pour assurer l'abondance dans son camp, pour assurer le consensus social dans son camp. Mais ça ne fera pas et ça n'assurera pas le consensus au niveau mondial. On sait qu'il n'existe pas sur des questions d'environnement et d'écologie entre les pays qui ne signent pas les conventions diverses sur le climat, la Chine, les États-Unis. C'est extrêmement compliqué. Et puis les pays émergents, eux, voudront-ils céder à une forme de décroissance que leur imposerait éventuellement l'Anthropocène, Christophe Bonneuil. Mais le regard historique nous amène aussi une notion qui est celle de dette écologique, c'est-à-dire que il serait effectivement totalement inéquitable d'empêcher aux Indiens de se développer, alors que depuis 1750, ils ont émis beaucoup moins de carbone par habitant que les Français ou les Anglais. Et donc, il y a cette idée d'un partage juste et équitable, c'est ce qu'il y a dans la notion de responsabilité commune mais différenciée du protocole de Rio sur le changement climatique. Et donc, il y a effectivement, nous ne sommes pas tous responsables de la même façon. C'est pas l'humanité indifférenciée. Un Américain consomme 30 fois plus d'énergie fossile qu'un Éthiopien, et ces inégalités-là doivent être prises en compte dans les négociations. Christophe Bonneuil, le colloque démarre donc aujourd'hui. Pensez l'Anthropocène. Vous avez une idée de ce que va y dire éventuellement, je ne sais moi, Peter Sloterdijk sur cette question ? Non, c'est vraiment le suspense. Et d'ailleurs, on attend beaucoup de monde pour l'écouter. C'est un penseur qui a pensé dans le livre La mobilisation infinie. C'est une philosophie critique du productivisme, on pourrait dire. Et tout le monde est impatient de savoir ce qu'il va dire sur l'Anthropocène. Jusqu'à présent, il ne s'est pas exprimé sur ce concept-là. Il reste des places, c'est ouvert au public ? C'est à guichet fermé, mais si on arrive assez tôt, il doit y avoir moyen de rentrer encore. C'est l'effet Madonna de Peter Sloterdijk. Nous attendons Hervé Le Treut pour la deuxième partie des Matins de France Culture sur ce sujet qui sera introduite, deuxième partie, par le météorologue des matins. J'allais dire la grenouille des matins, vous me le prenez pas mal, Brice. Non, mais je pourrais vous donner la météo si vous le voulez, Marc. Le débat tout à l'heure, Brice Couturier. Oui, la question que je voudrais vous poser, c'est, vous regrettez à un moment dans votre livre qu'on n'ait pas songé, je vous cite, à limiter la propension des individus à produire, échanger et consommer, parce que celle-ci serait libérale. Est-ce à dire que vous voulez nous contraindre à moins produire, nous empêcher d'échanger et rationner nos consommations? Et si tel est le cas, il faut admettre que ce n'est guère compatible avec votre prétention à refonder une démocratie plus authentique. Bah voilà, vous avez 20 minutes. 8h et toujours 16 minutes, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Rebonjour Brice. Bonjour Marc. Votre livre, Christophe Bonneuil, est diablement compliqué. Parce que tout en épousant la thèse de l'Anthropocène, vous vous livrez en même temps à une déconstruction d'une des versions du discours anthropocénologique dominant, celui qui prétend que nos ancêtres ne savaient pas ce qu'ils faisaient en détruisant notre environnement, mais que nous, maintenant, grâce à nos savants, mieux informés,
nous savons. Et que guidés dorénavant par ces scientifiques éclairés, nous allons pouvoir redevenir les bons jardiniers de la planète que nous étions probablement avant la révolution industrielle. Pour vous, ce discours, il est entaché de rationalisme scientiste, de naturalisme occidental, et je vous cite, de culture savante de la guerre froide. Il renforcerait un géopouvoir, bien entendu, libéral, et le mot environnement lui-même vous est suspect. Encore un coup du modernisme et des prisonniers de l'idéologie du progrès. À vos yeux, l'Anthropocène est le point d'aboutissement d'une histoire des destructions et non une heureuse, quoique tardive, prise de conscience. Car l'histoire de l'environnement que vous professez se veut une histoire politique, celle du capitalisme. Car vous êtes étonnamment discret dans votre livre sur les ravages produits sur l'environnement par les régimes communistes, qui ont pourtant laissé derrière eux bien des catastrophes, dont l'assèchement presque total de la mer d'Aral demeure d'ailleurs le symbole. Votre hypothèse est en effet la suivante. Et si l'entrée dans l'Anthropocène était le résultat d'une défaite politique face aux forces du libéralisme? Vous condamnez d'ailleurs tout autant la gauche parlementaire libérale et bourgeoise, je vous cite, parce qu'elle est progressiste et industrielle, mais après avoir déconstruit ce discours, vous en reprenez une partie de la rhétorique à votre propre compte, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure avant les infos, en distribuant les mauvais points. La responsabilité écrasante dans le changement climatique incombe aux deux puissances hégémoniques, l'Angleterre au 19e, les États-Unis au 20e. Par contre, vous semblez vous réjouir des pénuries à Cuba après la chute de l'URSS, car en perdant en moyenne 5 kilos par personne, les Cubains ont beaucoup moins souffert d'affections cardiovasculaires. Il y a sans doute une trace d'humour. Vous renversez la perspective de manière intéressante et informée quand vous montrez qu'au XVIIIe siècle, nombre de penseurs étaient parfaitement conscients de l'effet de l'homme sur la nature. Pensez de manière organiciste évidemment, et même sur le climat. Vous avez déniché un superbe texte de Buffon qui prédit la fixation de la température par l'action humaine. C'est au XIXe siècle, avec la révolution scientifique et l'émergence du capitalisme, que la nature est conçue comme une mécanique qu'on peut maîtriser, s'approprier et exploiter sans limite. L'Anthropocène est selon vous un choix, est selon vous au choix un thermocène causé par les choix d'une société qui a préféré le gaspillage énergétique pour des raisons politiques. On a préféré le pétrole au charbon parce que les mineurs peuvent bloquer la production en se mettant en guerre et que c'est beaucoup plus difficile avec l'exploitation du pétrole. On a choisi l'étalement urbain parce que le capitalisme américain veut une société de petits propriétaires. L'Anthropocène est aussi, selon vous, un thanatocène, car c'est à l'occasion des guerres que les Alliés, toujours eux, polluent comme jamais, que les Américains mènent des guerres climatiques au Vietnam, qu'ils découvrent et utilisent la puissance de l'atome, etc., etc. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que se produit ce que vous appelez la grande accélération, qui correspond à un pillage des réserves de la planète sans aucun précédent. L'Anthropocène est aussi un phagocène. Il consomme la planète et se fait précéder dans ce but par une révolution des mentalités destinée tout simplement à faire accepter les contraintes du côté de la production, taylorisme, et du côté de la consommation, avec la création continuelle de nouveaux besoins et l'obsolescence programmée des objets de consommation. Alors vous refusez les pistes offertes par le développement durable et par l'économie verte, parce qu'elles ne rompent pas réellement avec l'idéologie de la croissance. Vous ne voulez pas non plus du concept de transition énergétique, parce que cela reviendrait à faire confiance à l'innovation technologique, ce que vous ne faites pas. Vous voulez, je vous cite, limiter la propension des individus à produire, échanger et consommer, parce que celle-ci est libérale. Est-ce à dire que vous voulez, encore une fois, nous contraindre à moins produire, à nous empêcher d'échanger, rationner nos consommations? Et si tel est le cas, admettez que ce n'est guère compatible avec la prétention que vous émettez par ailleurs à refonder une démocratie plus authentique. La température monte d'un cran dans les studios des matins de France Culture, la critique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Non, sérieusement, voilà, alors c'est à vous, la parole est à vous, Christophe Bonneuil. Un grand merci pour votre lecture très aiguë et très politique de notre livre, qui est quand même avant tout un livre d'histoire. Mais je voudrais vraiment répondre sur cette idée qu'il y aurait une contradiction entre réduire l'empreinte environnementale et la démocratie. C'est vraiment une question centrale qui est au cœur de nos démocraties occidentales, puisque notamment en France, tout le 19e siècle est traversé par d'énormes conflits sociaux, des révoltes, des révolutions. Et le grand problème, y compris des républicains à la fin du siècle comme Jules Ferry, c'est de finir la révolution.
C'est un livre de François Furet qui a travaillé là-dessus. Et la solution que propose Saint-Simon, qui est un des chantres de l'industrialisme, d'un modèle industriel et libéral, c'est effectivement de produire plus pour pacifier le social. Donc, il y a cette idée que finalement, plus on fabrique un gâteau qui est grand, plus il sera facile de maintenir une paix sociale et donc de stabiliser un régime politique. Et effectivement, cette idée-là, elle reste encore au cœur de notre conception de la démocratie, comme si on avait besoin d'une planète infinie pour que la démocratie soit possible. Vous vous souvenez de ce que disait Michel Rocard? Michel Rocard disait « Donnez-moi de la croissance et je ferai une bonne politique sociale ». Voilà, exactement. Et donc, du coup, en contrepoint, forcément, on a l'impression que si la planète est finie, si on est dans la pénurie, si on est dans des contraintes environnementales, on retourne à Malthus, on retourne à quelque chose de réactionnaire et on sort de l'horizon démocratique. C'est là où c'est très intéressant parce que ça soulève vraiment des débats de théorie politique qui seront discutés lors de parce notre que colloque le rationnement implique évidemment un État autoritaire. Oui, en même temps, Hobbes a aussi théorisé l'idée que la société, c'est la guerre de tous contre tous et qu'on a besoin d'une puissance publique pour réguler cette conflictualité. Donc pourquoi ne pas la réguler à propos de l'usage raisonné et collectif des ressources? Et une partie des travaux qui vont être présentés aujourd'hui au colloque, justement, pose cette question des rapports entre pénurie ou contrainte environnementale et renouvellement de la démocratie. Non pas une dérive vers quelque chose de non démocratique et de totalitaire, mais d'un renouvellement de la démocratie parce que ça réintroduit le politique, ça réintroduit la question du partage et dans des études qui ont été faites sur les mouvements des villes en transition par un politologue qui s'appelle Luc Semal, on s'aperçoit que se donner la perspective du pic pétrolier, des limites de ressources et de définir un plan de descente énergétique à l'échelle d'une ville, c'est quelque chose qui suscite beaucoup de participation, beaucoup d'initiatives, beaucoup de délibération dans les quartiers et dans les villes, et que ça peut non pas être un obstacle à la démocratie, mais au contraire un enrichissement de la démocratie. Donc c'est vraiment au cœur du débat. Tout de même, on nous dit que le climat, les problèmes énergétiques, etc., sont du niveau mondial, qu'il n'y a pas de solution au niveau local. Et on le voit bien, effectivement, quand l'Union européenne fait beaucoup d'efforts pour essayer de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, on voit bien que la Chine ne fait pas du tout les mêmes et qu'elle pollue beaucoup plus que nous, de plus en plus, et nous de moins en moins. Donc on voit bien que les problèmes sont au niveau mondial. Or, la démocratie, elle s'exerce dans le cadre d'une collectivité qui est l'État-nation. Pour l'instant, on ne connaît pas de démocratie mondiale. Est-ce que vous ne cherchez pas, vous, les écologistes, assez radicaux dans votre genre, à nous imposer une gouvernance mondiale qui nierait l'autonomie de décision des collectivités que nous connaissons actuellement, qui sont les États-nations? Alors, Christophe Bonneuil et puis Hervé Le Treut qui, je vois, s'impatiente. Alors, je pense que le projet d'une gouvernance mondiale, il ne vient pas de méchants écologistes, c'est un projet de Kant, avec sa cosmopolitique, c'est un projet de la Société des Nations et de grands humanistes du XXe siècle qui ont voulu civiliser les rapports entre États-nations qui, au XXe siècle, ont été particulièrement guerriers et meurtriers. Oui, mais donc, l'idée qu'il faut des régulations internationales me me paraît très intéressante. Comment on va élire la gouvernance mondiale? Je voudrais qu'elle écoute, parce qu'il est arrivé en retard, certes, mais maintenant il a le droit de parler tout de même. Hervé Le Treut, vous êtes climatologue et vous êtes un des plus grands spécialistes mondiaux de modélisation numérique du système climatique. Ces questions de politique, vous les avez au cœur aussi? Elles font partie de votre travail, de votre réflexion de climatologue? Disons que ce qui était évident pour un physicien, c'est qu'on a changé d'époque de manière extrêmement forte après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il y a quelques chiffres qui peuvent peut-être éclairer les choses. Vous remontez pas à Buffon, vous? Alors, on remonte en termes de prise de conscience que l'homme joue un rôle sur son environnement, bien sûr, au niveau culturel, au niveau... Il y a eu des antécédents et il y a une prise de conscience qui démarre bien avant. En termes quantitatifs, si on regarde vraiment le moment où ces effets-là deviennent vraiment des choses qu'on ne peut pas ignorer comme des phénomènes globaux majeurs, je pense qu'il faut plutôt prendre comme point de référence l'après-deuxième guerre mondiale. Et je voudrais illustrer ça. Si on prend les émissions de CO2, alors en milliards de tonnes de carbone, donc c'est la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel, c'est aussi notre usage des ressources énergétiques fossiles. On était à 1 ou 2 milliards de tonnes de carbone dans les années 50 par an.
On a franchi le seuil qu'on devrait, en principe, ne pas franchir, qui est le seuil où le système se régule à peu près naturellement, qui est de 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone dans les années 70. On était en fin de siècle, en fin de XXe siècle, au moment du sommet de la Terre à Rio, par exemple, en 92, vers 6 ou 7 milliards de tonnes de carbone. Et on est aujourd'hui à 9 ou 10. Rappelons, donc il faudrait que ce soit 3-4 maxi. Voilà. Et on est à 9 ou 10 aujourd'hui. Et on est à 9 ou 10. Donc en fait, tout ça est extraordinairement... vous avez prévu à combien on serait dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, entre autres? Ça dépend beaucoup de ce que l'on fera. Donc il y a des scénarios qui sont utilisés par les climatologues qui varient justement entre des émissions que... on voudrait voir revenir à ces seuils plus bas ou qu'on pourrait emmener jusqu'à des seuils, qu'on pourrait laisser dériver jusqu'à des seuils de 25 milliards de tonnes de carbone par an. Donc on est face à un système qui nécessite une certaine forme de régulation collective. On a en fait, en plus de cela, une action sur la planète qui a été le fait d'une petite partie de la population. Toutes ces émissions dont j'ai parlé, c'était peut-être 10% de la population mondiale qui les a créées. Et ce qui se passe actuellement, et c'est pour ça qu'elle continue à croître, c'est que l'assiette démographique sur laquelle... et la démographie a aussi beaucoup augmenté. On est passé de 3 milliards d'êtres humains sur la Terre dans les années 60 à... On est quasiment 10 milliards, enfin 9-10 milliards. Donc cette assiette démographique sur laquelle se base toute cette utilisation de nos ressources, elle-même augmente. On voit bien, les pays émergents commencent... C'est faux d'ailleurs de dire que la Chine consomme plus que nous par habitant. Je vous ai vu hocher la tête négativement. Par habitant, non, mais globalement, oui. Alors globalement, oui, parce que c'est un pays plus gros. Maintenant, si on prend l'Europe face à la Chine, voilà, il s'agit de savoir comment on définit les grands blocs géopolitiques. La Chine est le plus grand pollueur de la planète aujourd'hui. Ils ont dépassé les États-Unis, ce qui est quand même formidable. Voilà, mais ils sont aussi à 1 milliard et quelques centaines de millions. Donc en fait, on est dans un monde qui tend, de ce point de vue-là, à s'uniformiser, mais je vois mal comment on ne pourra pas le gérer collectivement, pour revenir au débat qui était là. Alors, comment expliquez-vous que notamment la principale cause de nos maux et de réchauffement climatique est due à l'augmentation du gaz à effet de serre? Comment se fait-il, cela dit, qu'on en prenne conscience, certes depuis un petit moment, mais tout de même assez lentement, tandis que des chercheurs comme Claude Lorius, qui au fond fait l'histoire du climat en carottant, si j'ose dire, les glaces de l'Antarctique, relayées par vous, par Jean Jouzel et par Le GIEC, comment expliquez-vous que tout de même cette prise de conscience-là, parce qu'il y a une diversité, après tout, politique et des intérêts divers dans le monde, soit à ce point difficile à faire accepter pour que les choses évoluent effectivement? Est-ce que le climatologue a un avis là-dessus? On voit les sommets qui vont d'échec en semi-réussite, puis en échec. À Varsovie, il ne se passera sans doute pas grand-chose, d'après ce que l'on croit comprendre. Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il y a des intérêts qui sont objectivement divergents entre les pays déjà industrialisés, ceux qui sont en train d'émerger, ceux qui sont au contraire des victimes de la situation actuelle. Donc il y a vraiment des intérêts assez divergents. Il y a aussi un réflexe qui est très, très fort, c'est de vouloir voir pour croire. Et on est face à un phénomène qui est extrêmement nouveau, donc ce qui est alarmant, c'est plutôt les conséquences futures. Et les gaz à effet de serre, ce qui marque le risque qui leur est associé, c'est la durée avec laquelle ils restent dans le système climatique. En fait, quand on émet du CO2, il reste un siècle. Alors on peut, je dirais un ordre de grandeur. La moitié du CO2 est encore là au bout d'un siècle, et une partie qui va rester encore plus longtemps. Donc on est face à un problème qui nous engage fortement pour le futur, et on a aussi une réponse différée du système climatique. Il faut attendre que les océans se réchauffent, ça prend 1 ou 2 décennies. Donc on est face à un problème où les premiers signes vraiment tangibles, on sait qu'on a l'augmentation du CO2, on l'a constaté depuis les années 70, et les premières alertes sur le changement climatique datent de cette époque. Les premiers signes vraiment tangibles du réchauffement, et qui se marquent par exemple très fortement dans l'Arctique, c'est beaucoup plus récent. Donc si les gens attendent de voir pour croire, c'est ce moment où on voit... Alors, on parlait de l'Antarctique de Lorius. Vous nous dites quoi, là? Que c'est l'Arctique aujourd'hui qui est quoi? Une sorte de doigt au vent du climatologue que vous êtes? Disons qu'en fait, tous les modèles montrent que le réchauffement majeur était attendu en Arctique d'abord. Oui. Et c'est ce qui se passe actuellement. On a une fonte de la banquise arctique en fin d'été qui est très régulière depuis plusieurs décennies. On a une fonte du Groenland. On a un réchauffement qui est très marqué dans ces régions-là. Et
on suit en gros les prévisions qui ont été faites depuis 30 ou 40 ans dans ce domaine-là. Brice ? Oui, j'ai trouvé, excusez-moi, je vais faire le mauvais sujet. J'ai trouvé une publication de 4 universitaires belges tout récemment. Et voilà ce qu'ils disent. Ils ne sont pas du tout d'accord avec vous, voilà ce qu'ils disent. Depuis plus de 15 ans, et ça tous les météorologues que j'ai parlé l'ont confirmé, depuis plus de 15 ans, la température moyenne de la Terre s'est stabilisée. Il n'y a aucune augmentation depuis 15 ans. Or, ajoutent ces universitaires belges, durant cette même période, les émissions de CO2 ont augmenté bien plus fortement que par le passé, atteignant, vous venez de nous le dire, un nouveau record cette année. Des climatologues honnêtes admettent que ce constat est plus que gênant pour leur théorie. Pourtant, on continue de nous faire croire que la Terre se réchauffe. Alors, comment expliquez-vous effectivement que nous sommes dans une progression, vous venez de le dire, les chiffres ils sont ahurissants, progression extraordinaire d'émissions de CO2 et que dans le même temps, depuis 15 ans, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a aucun réchauffement à la surface de la Terre en moyenne. Voilà, je rappelle la réponse d'Hervé Le Trott que Hervé Le Trott n'est pas météorologue, il ne fait pas la météo à Radio France, il est climatologue. Oui, je pense qu'il faut raisonner à partir des échelles de temps. En fait, je l'ai dit, on a plusieurs décennies. Si on regarde l'évolution des températures, dans toutes ces décennies, on a effectivement des fluctuations naturelles du climat, on a des fluctuations qui sont aux échelles de quelques années, aux échelles de quelques décennies, et on a en fait un réchauffement relativement continu qui se superpose à des fluctuations naturelles. Donc ces espèces de petits reculs de température, on a déjà vu il y a quelques décennies. Le CO2 agit, c'est ce que je dis, lentement sur le système climatique. On n'a pas une réponse à l'augmentation du CO2 l'année suivante, mais ou 2 décennies après. Vous venez de nous dire, et c'est confirmé par le livre de Christophe Bonneuil, qu'après 45, il y a eu une augmentation spectaculaire. Alors pourquoi ne payons-nous pas aujourd'hui, et depuis 15 ans, depuis le début du XXIe siècle, les effets de cette augmentation de CO2 préalable ? La dernière décennie a été la plus chaude des décennies enregistrées, plus chaude que la précédente. Ensuite, quand on regarde les fluctuations année après année, on a eu en 98 un épisode extrêmement chaud, qui est un épisode El Niño, mais c'est un épisode de fluctuation naturelle du climat. Si on prend ça comme référence, effectivement, les 15 années suivantes paraissent ne pas être marquées par une augmentation des températures aussi forte. Et puis donc, c'est une question de long terme. Et il faut regarder ça sur le long terme. Christophe Bonneuil. Oui, effectivement. Je parle sous le contrôle d'Hervé Le Trott, mais j'ai lu une publication de climatologue et spécialiste de la chimie atmosphérique qui expliquait le fait qu'il y a une augmentation de la température un peu moins élevée que ce qu'on pouvait imaginer avec l'augmentation de gaz à effet de serre, effectivement, mais qui serait en partie due aux pollutions industrielles de l'Asie, c'est-à-dire les émissions de dioxyde de soufre. Le soufre joue un rôle de filtre solaire. Et donc, du coup, le réchauffement, il y aurait un double jeu entre l'émission des gaz à effet de serre d'un côté et l'émission des pollutions soufrées de l'autre. Est-ce que vous confirmez ça, Hervé Le Trott ? Hervé Le Trott. Alors, on a dans le système climatique, on émet des composants qui sont des composants qui réchauffent, c'est les gaz à effet de serre, et ces composants qui réchauffent ont la particularité d'être souvent des composants qui restent très longtemps dans l'atmosphère et qui s'y stockent. Et puis on émet aussi, effectivement, et c'est pris en compte dans les modèles, et depuis maintenant plusieurs décennies, des poussières qui refroidissent le système climatique. Donc on essaie de faire la part des deux, et ces poussières souvent restent moins longtemps, mais enfin, il y a un cycle quelques semaines, en fait, pour associer à ces poussières. Les modèles climatiques essaient de faire la part des choses, ils ont des incertitudes, il n'y a pas de résultats qui soient... Vous faites des prévisions, non pas des prédictions. On fait des scénarios de futurs possibles en fonction de ce qu'on va émettre, comment on va les mettre, etc. Il y a une marge, une gamme de futurs possibles en fonction de tout ça. Alors, de futurs possibles, mais j'aurais envie de vous poser, et avec le respect, bien sûr, que l'on doit aux milliers de victimes du typhon géant Haiyan aux Philippines, mais j'ai envie de vous dire, bon, les prévisions, le futur à long terme, au fond, vous savez à peu près, vous avez des scénarios possibles à peu près de ce qui se passera sur la question du climat dans 20, 30, 40, 50 ans. Nous, on sera morts, et puis ceux qui seront à ce moment-là peut-être le seront aussi à cause de ce mauvais dérèglement du climat. Et mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas une surprise qu'il y ait un typhon aux Philippines. Est-ce que comme l'insinuent certains, l'indiquent certains, sa violence vient tout de même de l'effet anthropocène, d'un effet, voilà, de notre dépense de gaz à effet de serre, de réchauffement de la planète, ou est-ce que, en même temps, on a envie de vous dire, là, il y a toujours eu des typhons dans ce coin-là. Bon. Oui, donc je pense qu'il y a toujours eu des typhons dans cette région-là du monde, et il y en a une vingtaine par an.
Le fait qu'il y en ait un qui soit plus fort qu'un autre, c'est une succession d'aléas qui sont difficiles à contrôler. Donc, en fait, toutes les tendances qu'on pourra avoir sur ce type d'événements qui sont majeurs, qui sont rares, c'est des tendances statistiques. Il faut une situation, une série de hasards malheureux pour qu'un objet aussi monstrueux se développe. Alors la question qui est posée, c'est est-ce que le changement climatique pourra favoriser ces hasards malheureux ou pas? Alors, on n'a pas de recul qui permette de baser ça sur des observations qui soient suffisants. Ensuite, on sait que ces typhons, c'est des outils qui servent à la nature à se libérer un peu de la chaleur emmagasinée dans les océans. Il y en a plusieurs des outils de ce type-là. Il y a aussi les grands cumulonimbus. Qu'est-ce que choisira la nature? Est-ce qu'elle choisira d'intensifier les typhons ou d'autres méthodes? On ne sait pas bien, mais il y a un risque. Il y a un risque effectivement d'avoir une intensification de tous ces systèmes qui servent en fait au refroidissement de la planète. Mais au fond, Hervé Le Treut, est-ce que parfois vous n'êtes pas dans une situation, je ne sais pas, qui serait schizophrène? Votre métier de climatologue, justement, est de prévoir les modèles du climat dans les années qui viennent. Il est au fond strictement, et là, pardonnez-moi la simplification, météorologique, ou est-ce qu'il a une valeur, je dirais, la politique, puisque ce que l'on voit au fond, c'est que quand la catastrophe a lieu, et que l'on n'y peut rien d'ailleurs, que l'on l'ait prévu ou pas, on se rend compte en revanche, et les Philippins le disent, que les politiques qui ont été menées de la ville, industrielle, d'urbanisme, sont complètement à côté de la plaque. La difficulté des secours, d'approvisionnement en eau des Philippins, met en lumière les défaillances du politique. Et est-ce que votre métier sert au fond d'abord finalement à ça, à dire attention là il faut réaménager, attention là il ne faut pas construire, attention là il faut partir plus loin. Il y a des domaines scientifiques où on sait prévoir, la météorologie à court terme, jusqu'à quelques jours on sait prévoir. Il y a des domaines où on sait faire que des études de risque, par exemple la sismologie. Climatologie, on est un petit peu dans un domaine intermédiaire, c'est-à-dire il y a des choses qu'on sait prévoir, il y a d'autres qu'on ne saura jamais prévoir, sur lesquelles on doit s'appuyer uniquement sur la notion de risque. Ce typhon qui est arrivé là, il a été vu. Il a été vu quelques jours à l'avance, et il n'est pas prévisible au-delà de quelques jours à l'avance. 3-4 jours, 5 jours, une semaine. Une semaine ou 2 semaines au grand maximum. Mais il n'est pas prévisible au-delà de ça. Donc tout le reste, c'est des aléas, c'est de savoir quelles sont les zones vulnérables. Et juste votre travail à vous, c'est quoi? C'est de dire dans 50 ans, ne construisez pas là, évacuez cet endroit-là? Ça, c'est une responsabilité très forte, très grande. Oui, mais c'est à nous, effectivement, d'essayer de voir quelles sont les zones vulnérables et d'étudier quelles sont les zones vulnérables à certains types d'aléas climatiques, effectivement. Brice? Je voulais juste souligner la prudence et l'apprécier, la prudence d'Hervé Le Treut quand le raccourci journalistique habituel entre le fait qu'il y a des typhons et que le réchauffement de la planète. Je signale qu'il y a eu une lettre ouverte au secrétaire général de l'ONU qui a été signée par plus de 130 scientifiques du monde quand celui-ci avait mis en cause le réchauffement dans l'ouragan Sandy. Donc méfions-nous des raccourcis qui permettent de passer de la coïncidence à la causalité. Ouais, vous devez être, j'imagine, assez horrifié quand vous voyez que tout le monde confond à peu près toutes ces notions, ou est-ce que vous pensez que la chose a un peu avancé sur la façon de décrire ces questions de climat, entre le climat, la météo, la catastrophe, l'imprévisible, le prévisible? Il y a des enquêtes qui ont été faites justement par des chercheurs de Sciences Po, Daniel Boy, qui montre que la compréhension de ces phénomènes par le grand public est très faible. Je pense qu'il y a un effort d'éducation à ces notions qui sont très complexes, qui est absolument nécessaire. Sur ces questions, Christophe Bonneuil, vous, l'historien que vous êtes et le colloque d'aujourd'hui, cela dit, indépendamment des différends et des controverses politiques qui peuvent aussi nourrir la discussion, vous pensez qu'il faut quand même aujourd'hui, ce serait quoi, qu'il y ait une action publique plus grande sur ces questions-là ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut aussi, il y a un coût humain, il y a des morts, mais il y a aussi un coût politique. Le rapport Stern est évalué à 5% du PIB dans quelques décennies, le coût du changement climatique. Sandy, l'année dernière, c'était 68 milliards de dollars. Donc, les dérèglements environnementaux, ça coûte aussi cher. Et c'est là où on revient sur le débat écologie-démocratie, écologie-emploi. Il n'est pas sûr qu'on puisse toujours opposer l'emploi à l'écologie, dans la mesure où il y a un coût économique aussi à ces phénomènes environnementaux. Et je pensais également au débat sur la Bretagne avec l'écotaxe. Est-ce qu'il faut vraiment toujours opposer écotaxe et emploi? Je n'en suis pas sûr, si l'on sait
que chaque année, c'était 750 000 porcs qui partaient en camion pour se faire abattre en Allemagne. Là où il n'y a pas de SMIC et où ce sont des Bulgares qui travaillent pour 3 fois rien. Et revenir ensuite. Et revenir ensuite. Ces 750 000 porcs, c'était 20% d'activité en plus pour les abattoirs GAD qui ont dû fermer. Et donc, il y a tout à fait une marge de manœuvre politique pour reconstruire un pacte social autour éventuellement de certaines énergies fossiles ou certains types de transports plus chers, de façon à relocaliser l'économie et recréer de l'emploi. Merci à vous, Christophe.